Julen, comment on se retrouve? On se retrouve tôt le matin, 8h, Ça va? discuter moins. Bah, ça va très bien et toi? Bah vas-y, présente-toi. Bon, bah, du coup, je suis Julen Nebeau. Ouais. Là, je consacre ma vie à la poésie, l'écriture de manière générale. Je divise mon temps entre l'écriture poétique et celle d'un roman C'est beau. qui ressemble à un conte très fortement. Moi je trouve la poésie c'est un bel art. Et je trouve que c'est assez unique comme art parce qu'on n'en parle pas beaucoup, ou du moins il n'est Ouais. pas trop abordé. Moi j'aimerais savoir comment tu t'es intéressé à la poésie. Bah, alors, comment je me suis intéressé à la poésie? D'abord, je ne me suis pas intéressé de prime abord. Pardon. C'est au tout début, j'ai commencé à lire quand j'étais jeune, quand j'avais 12 piges, c'était des petits romans d'espionnage de type Cherub, pour ceux qui connaissent. Et après, beaucoup plus tard, vers 16 ans, je me suis dit, il faut que je me fasse une culture. Ça partait vraiment de là. Et j'ai commencé à lire Zola. J'ai pas beaucoup apprécié au début, Ouais. mais j'ai vraiment pris ma claque. C'est dur, hein. Oh, c'est dur, franchement, c'est dur, sans déconner. Avec Germinal, qui est génial, qui est formidable, mais c'était compliqué. L'Assommoir, je dis des bêtises. Et en revanche, j'ai vraiment pris ma claque avec Madame Bovary. Ah ouais? Madame Bovary, ouais. Ouais, vraiment, Flaubert, juste quand j'ai appris que ce gars, il t'a fait je sais pas combien de temps pour avoir 4 pages et qu'il est gueulé devant son miroir pour savoir si c'était beau, ça m'a parlé. Et puis même, c'est un délice. Et puis même, tout ce qui peut être ironie flaubertienne avec le passage où Madame Bovary se fait un peu lourdement draguer par un homme juste à côté du marché aux cochons. Et t'as la conversation entrecoupée de la truie, 500, pas 500 €, mais tu vois. Et du coup, ouais, j'ai vraiment apprécié l'exercice littéraire. Et Dans après, dans la technique quoi. dans la technique, ouais. Parce que c'est quelque chose quand même assez dur à bouffer je pense. Ouais, aborder, ouais. En vrai, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas aimer la littérature, mais c'est parce que ouais, ils y vont trop d'un coup ou c'est un rapport forcé, tu vois. Et après, pour en revenir à la poésie, en fait, c'était moi un peu dans la recherche de ce média. En fait, qu'est-ce qui se faisait? J'ai lu pas mal de théâtre aussi. J'ai adoré Racine avec Andromaque. Je trouvais génial avec vraiment ces enjeux qui torturent ces âmes très grandes, très nobles. Mais j'ai vraiment trouvé ce qui me faisait vraiment rêver là, dans la poésie et dans le roman. Ouais, cet aspect narratif et cet aspect très technique, stylistique, où tu peux vraiment... c'est l'endroit où tu peux innover. Ouais. Tu peux vraiment créer C'est vraiment de la technique quoi. C'est ça, c'est vraiment... C'est de la littérature condensée en fait. En plus c'est vraiment genre, moi je le vois vraiment comme une porte ouverte à la technique tu vois. Là où dans le roman t'es plus limité par ton roman. Ouais. Dans la poésie t'es vraiment, c'est le terrain de chasse quoi. Bah, disons que en fait, c'est 2 terrains différents. C'est ça. Disons que le roman, c'est un genre assez protéiforme parce qu'en fait, tu peux écrire des dialogues comme du théâtre. Tu peux avoir des moments de poésie. Tu peux avoir des moments de philosophie. Je pense au roman, un des romans dans mon top 3 facile, L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera, qui commence par une citation de Nietzsche, par une explication du concept de l'éternel retour chez Nietzsche. D'ailleurs, il y a une petite bourde. Kundera, il a fait une connerie, il a mal compris l'éternel retour. Ouais. Mais non, ça peut commencer sur ça. Et donc, du coup, tu peux faire un peu tout ce que tu veux. Mais après, tu es aussi beaucoup tenu par la narration, forcément. Ouais. C'est le genre propre de la narration, vraiment. Et la poésie, ouais, c'est plus des questions langage. C'est-à-dire quel langage tu vas créer. En fait, ben voilà, ça tombe parfaitement pour définir un peu la poésie. J'ai cherché un peu la vision des poètes sur comment ils définissent la poésie, parce qu'en fait c'est un genre qui est assez indéfinissable, parce que ça ne s'attache pas à un genre, c'est-à-dire qu'on n'a pas le genre la poésie. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut avoir de la poésie dans le théâtre ou dans le roman, tu vois. Et la définition que j'ai trouvée, qui me paraissait la plus probante en fait, c'est celle de Valérie qui dit la poésie, c'est du langage dans le langage. En fait, voilà, c'est la poésie, c'est le langage que tu vas créer et qui va t'amener à parler de choses naturellement plus élevées ou forcément spirituelles. Forcément, et qui vont demander plus d'efforts
à saisir complètement qu'un roman. Forcément, parce que c'est condensé. Et du coup, toi, tes introductions à la poésie ou genre tes références à la poésie, c'est quoi? Alors, du coup, moi je vais pas je vais pas te dire, je vais pas te faire un cours universitaire sur. C'est pas l'objectif. Mais je vais te parler surtout des poètes dont le langage m'a vraiment marqué. T'as Césaire, auquel je pense, poète de la négritude, et avec son recueil Les armes miraculeuses, avec Avis de tir au tout début, qui est génial. Et en fait, là, il va recréer tout un langage. En fait, c'est le but de la négritude, de créer une littérature noire. C'est une innovation de fou. Parce que c'est un truc qui arrive, un mélange fou, je pense. Ouais, c'est ça. En fait, c'est toute une création d'une culture, en fait. Et en fait, je vais te donner les images un peu clichés, mais tu sais, tu as beaucoup des éléments d'Afrique, avec les baobabs, par exemple, qui sont très présents. Et tu as aussi et surtout, et ça c'est ce que j'admire chez ce poète, c'est surtout le choix des mots. C'est-à-dire que tu as des mots qui vont être très compliqués, des mots qui vont être très cherchés, et ça témoigne de la volonté de créer un langage. Ouais. Et puis en plus, tu ressens une poésie d'Afrique, d'une espèce d'exotisme forcément, mais aussi beaucoup de violence, ouais. Avec l'image des lance-flammes, ce genre de choses. Je pense à ça qui est dans Avis de tir, il me semble. Et voilà, son langage m'a beaucoup parlé. Après, sinon, il y a Mallarmé, poète symboliste, qui m'a beaucoup marqué avec son hermétisme aussi. Cet aspect d'avoir une poésie. En fait, c'est un poète qui est vraiment. Qui cherche la transcendance, qui est omnibulé par ce qu'il appelle l'azur, ce qu'on peut définir comme la vérité avec un grand V, ce qui a par-delà les apparences. Ouais. Et en fait, sa poésie, elle va être très hermétique. Donc hermétique, pour la petite anecdote, c'est un terme qui revient de Hermès Trismégiste. Pardon. Ouais. C'est un alchimiste. Les alchimistes se veulent de lui, c'est lui qui aurait créé tout ça avec son ouvrage La Table d'Émeraude. Et en fait, son œuvre, sa poésie va être beaucoup nimbée de mystère. C'est-à-dire que Mallarmé, il va avoir une certaine concision des fois et il ne va pas vouloir s'expliquer. Donc ça crée du mystère. Et aussi et surtout, dans certains poèmes, on va sentir que sa poésie, qu'il considère comme sacrée, il va la nimber de mystère. Parce qu'en fait, des fois, le sacré, pour qu'il reste sacré, il faut qu'il soit entouré de mystère, quoi. Et donc en fait, c'est une poésie qui va beaucoup parler aux initiés. Donc c'est très compliqué. Même moi, je t'avoue, je t'en parle comme si je connaissais complètement, mais non, très, très loin de là. Hein. Mais il y a quand même 2 vers qui m'ont beaucoup marqué, et je voulais en parler. C'était dans sa quête de transcendance par rapport à l'azur. C'est à la fin de ses poèmes Les Fenêtres. Il dit « Je suis hanté, l'azur, 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 l'azur ». En fait, il apostrophe 4 fois l'azur, et avec au début du vers ce « Je suis hanté », c'est la transcendance. Ouais, c'est quand même assez omnibulé par le truc. Quoi. Exactement. Et après, un vers qui m'a beaucoup fait l'admirer, direct, c'est un vers qui est très connu, hein. C'est dans Brise Marine. Le premier, c'est la chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Ça commence par ça. Je trouve ce vers, c'est formidable. Et en fait, moi, mon rapport au poète, c'est je vais pas avoir du mal à saisir le poème dans son ensemble, mais je vais vraiment apprécier un poète et ses poèmes s'il y a vraiment la phrase vraiment qui te marque, qui te bouleverse. Et ça, il a réussi à plusieurs reprises. Il y a d'autres vers que j'ai un peu oubliés, mais c'est impressionnant. Tu parlais d'un peu de Feuillet d'hypnose, tu m'avais parlé de René Char. Ouais, pareil, René Char, j'ai commencé à le lire aussi. Ouais. Et là, par contre, il n'y a pas une volonté d'hermétisme, je pense, mais il y a vraiment une notion de mystère. Et je t'avoue, j'ai commencé à lire, j'ai pas mal apprécié. Mais là, c'est vraiment de la poésie très mystérieuse. Ouais. C'est-à-dire que tu lis ça, tu te poses des questions pendant longtemps. Après, c'est le but de la littérature, d'avoir une image, des mots, ce qui te reste en tête, et que tu puisses le retravailler, que ça tourne dans ta tête, que ça tourne, que ça te donne plein d'idées, que ça t'amène à des chamboulements chez toi, dans ta vision des choses et tout. Et là, vraiment, t'es servi. Hein. Il y a des phrases qui sont claires,
Mais il y en a vraiment qui sont sibyllés, hein. C'est-à-dire que c'est abstru, quoi, c'est compliqué à comprendre. Du coup, je me suis intéressé un peu au truc et vraiment, moi qui suis pas du tout sensible à la poésie, Ouais. c'est très compliqué, je pense, à aborder. Ah ouais, faut Et, pas commencer par ça, hein. Ouais, non. Ah ouais, non. Après, c'est surtout pour les feuillets d'hypnose, c'est génial. Il les a dédiés à Camus d'ailleurs, parce ouais. qu'en fait, il était dans le maquis René Char, donc il était résistant. Et donc c'était vraiment une poésie fugitive, entre guillemets. Donc c'était vraiment des trucs, une question instantanée, et tu sens qu'il y avait une intensité. Ok. En fait, ouais, c'est ça, dans ces poèmes, il y a une vraie intensité, une intensité mystérieuse. Après, pour la décoder, bon, c'est compliqué. Après, quand tu le décodes, franchement, des fois, ça t'amène à des révélations, hein, franchement. Du coup, dans toi, ce qui t'intéresse dans la poésie, c'est vraiment la recherche du beau ou de la Ouais. transcendance. Ouais, c'est ça. C'est la transcendance, et le beau, c'est bien que tu emploies ce terme, parce qu'en fait, c'est le beau avec le B majuscule. C'est-à-dire que ça va pas être le joli. Ok. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui confondent. Mais en fait, moi j'ai commencé à lire vraiment. En fait, mon premier roman, je dis que c'est souvent L'étranger. C'est le premier que j'ai vraiment lu et que j'ai vraiment apprécié. Projet de Camus. Exactement. Mais en fait, mon roman zéro, c'est Bleu presque transparent de Murakami, Ouais. par l'autre Ryu, qui a eu le prix Akutagawa. Ouais. C'est l'équivalent de prix Goncourt. Et là, c'est c'est l'équivalent de Requiem for a Dream, hein. Enfin, c'est-à-dire que ça se défonce à tout va, à l'héros et tout. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, c'est hyper dur, c'est hyper cru. C'est des jeunes après la guerre au Japon qui font n'importe quoi en fait. Et en fait, même si c'est cet aspect très de décadence, des fois t'as des partous, des trucs bizarres. Des trucs bizarres, c'est hyper sombre et tout. Mais en fait, à la fin, le roman se clôt, spoiler, par le personnage principal qui, un peu après une course en plein délire, tombe et voit l'aube au travers d'un verre qui se décline en un bleu presque transparent. Il peut y avoir plein de spéculations sur ce que ça veut dire. Est-ce que c'est la lumière de l'aube? Est-ce que c'est le renouveau? Est-ce que c'est la beauté à travers la transfiguration de la crasse? Et en fait, j'ai un peu l'impression que ce roman, il est un peu aiguillé ma façon de penser. Ouais. C'est-à-dire que fouillez la fange, vous y trouverez des anges. Voilà, c'est ma devise. Le fait que vraiment, dans les œuvres qui vont vraiment avoir attrait à la crasse, à ce qui est vraiment sale. Enfin, je pense à Sade. Sade qui s'est fait embastiller parce qu'il écrivait des trucs... Bon, Ouais. 120 journées de Sodome ou Les malheurs de la vertu, bon. C'est une littérature, tu la lis, c'est dur à encaisser et puis même t'en sors pas indemne. Enfin, franchement, on parle beaucoup des médias violents, que le cinéma ça peut être violent, que le jeu vidéo ça peut être violent. Moi, l'œuvre la plus violente que j'ai lue, c'est un livre. Ouais. C'est vrai, ça, c'est vrai. Et en même temps, il y a tellement une belle langue que c'est marquant. Une fois qu'on l'a lu, une fois qu'on a été exposé à ça, on était un peu touché par ce doigt avilissant et voilà. Et donc du coup, plus tard, j'ai connu Jean Genet. Enfin, je l'ai connu, pas personnellement, hein, évidemment. Hein. J'aimerais bien, mais ouais, Jean Genet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un roman, c'est un romancier, un écrivain tout simplement, qui a été sorti de tôle par Sartre et Cocteau. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas rien. Il écrivait de sacrés trucs. Et moi j'ai lu Notre-Dame des Fleurs. En fait c'est un roman sur des pédérastes, hein, sur des homosexuels et sur des tueurs. Enfin, c'est vraiment le monde du crime, quoi. C'est quelle époque à peu près, l'histoire qu'on contextualise? C'est après-guerre. Ok. C'est après-guerre, vers 1950, je crois. Je suis plus au point sur les dates exactement, mais c'est par là, quoi. C'est milieu 20e. Ok. Et là, c'est vraiment une littérature qui est étrange, super marquante. Et Flaubert a dit qu'on mesurait la qualité d'un livre aux claques qu'il vous mettait. Ah, c'était un passage à tabac, hein. Franchement, il y a des images, il y a beaucoup de trucs, beaucoup de phrases que j'ai plus retenues que des romans un peu plus connus, classiques, mais plus connus. Par exemple, Jean Genet, il peut vous dire que des choses comme la matière du souvenir est poreuse.
c'est génial, c'est une super explication du souvenir. Il y a aussi à la fin du roman où, en gros, Notre-Dame-des-Fleurs, le tueur est devant au tribunal, il doit témoigner, enfin, il y a la barre. Où en fait le narrateur parle de Notre-Dame-des-Fleurs comme une figure qui se brisait comme un miroir et que derrière ces bouts de miroir, il y avait le ciel. En fait, c'est des images qui sont hyper marquantes et en même temps, le roman, il est tellement dans la crasse, tellement dans le violent. Des fois, il parle, enfin, je sais pas, c'est en histoire de caca, enfin, ouais, des fois c'est sale, ça parle cru, hein. Ouais. Ça parle cru et c'est compliqué. En plus, même la genèse même du roman est bizarre. Enfin, c'est Jean Genet qui parle de lui-même, qui est en tôle et qui accroche sur son mur des portraits de criminels et qui s'imagine des histoires avec, entre des gros mecs tu sais, qui sont bien virils et des tentouses, enfin, c'est le terme qu'il emploie. Donc, et qui sont plus efféminés, plus soumis, mais c'est pas sain. Il y a quelque chose de très morbide. Enfin, j'emploie pas les meilleurs termes pour en parler, mais en fait c'est vraiment l'atmosphère qu'on ressent, quoi. Donc, du coup, tu m'as parlé d'incrimination de ces écrivains. Ouais. J'aimerais un peu qu'on parle de la censure. Ouais. Que ce soit dans la littérature ou autre. Parce que c'est un terme qui est assez intéressant, je trouve, parce que la censure, elle a une limite qui est un peu floue, voire très très floue. Ouais. Quand je pense à Baudelaire qui s'est fait qui a eu un procès pour les faire du mal. Ouais. Ou par exemple tu me parles de Jean Genet qui a été incriminé pour ce qu'il a écrit. Non, pas pour ce qu'elle a écrit, parce que lui par contre c'était un vrai criminel. Ah ok. ouais, je crois. Moi du coup je pense dans la littérature, elle est où la limite à ne pas dépasser les codes moraux? Bon, à l'époque, en fait, on avait une morale qui était plus puritaine, donc même quand on regarde moi j'ai lu les poèmes de Baudelaire qui ont été censurés. Ouais. En vrai, je crois qu'on a du mal à savoir pourquoi. Donc c'est une morale et puis c'était des enjeux un peu politiques aussi, comment se ranger, ouais. Je dirais que la censure c'est plus intéressant maintenant, mais en plus c'est super intéressant que tu poses la question parce que là j'ai lu il y a pas longtemps Lolita de Nabokov et là par contre la censure, enfin, les questions se posaient. Parce que là c'est un roman qui traite de la pédophilie. Enfin, Ouais. pour les gens qui ont vu le film de Stanley Kubrick, ça va. Enfin, je sais plus quel âge il a le Humbert, il doit avoir la vingtaine. Et Lolita, Ouais. et Lolita elle doit avoir 17 ans, un truc comme ça. Un peu plus jeune. L'actrice est beaucoup plus jeune, je crois, il me semble. Ouais, mais dans le. Et dans le film, c'est pas précisé. Je crois. Ouais. Mais ouais, Mais l'écart il est pas si choquant. il y a une espèce de flou qui. Il y a une espèce de flou, tu vois, et donc. Sauf que dans le roman c'est pas du tout ça. Ouais, enfin, non, c'est-à-dire qu'on a c'est Humbert cinquantaine et Lolita 12 ans. Ouais, c'est ça. Ah ouais, non, c'est la crasse. Hein. C'est pour ça, aussi j'en profite pour passer un petit coup de gueule, arrêtez de dire Lolita, petite fille affriolante. Non, arrêtez, c'est dégoûtant. Lolita, c'est. En plus, elle s'appelle même pas Lolita dans le roman, elle s'appelle Dolores Haze. Rien à voir, c'est juste Humbert qui a pété un plomb, hein, qui est là, Lolita, feu de Mérin. Arrête, genre, elle a 12 ans, arrête, mec. Et ouais, là c'est vraiment bizarre. Ouais, C'est-à-dire qu'on. c'est malsain. Ouais. Et puis en plus, on se fait. En fait, Nabokov, il a vraiment réussi vraiment à te piéger. C'est-à-dire que Humbert, quand même, c'est un personnage qui est assez séduisant dans le sens où c'est un mec qui a de la répartie. Ouais. Il est drôle. Enfin, tu vois, il est drôle, il a un humour fin des fois. Enfin, vraiment, t'es pris. Il est intelligent, il arrête pas de se sortir des références. C'est un mec qui est ultra cultivé. Et il a pas l'air dénué de raison. Tu vas forcément t'attacher au personnage. Ouais. Exactement, et en plus t'as cet aspect où des fois c'est à la première personne. Donc tu t'identifies au personnage et en même temps des fois Nabokov te dresse un piège. C'est-à-dire que des fois il fait un appel au juré, tu vois, comme s'il comparaissait. Et en fait il est là le piège. Parce que Nabokov te fait dire non mais c'est bon, c'est mesuré, tu vois, on voit les deux parties. Non, on voit que celui d'Humbert. Et à la fin, des fois, on se dit ah oui mais tu vois c'est logique. Genre même où Humbert, tu vois, il te dit il voit un point de vue légal, tu vois, il t'explique légalement qu'est-ce qu'on dit sur la pédophilie. Tu vois, il te parle de trucs physiologiques chez la femme, il te parle de plein de choses, tu vois, qui peuvent paraître assez sensées. Mais ça l'est pas, c'est un piège. C'est un piège. En fait ce truc c'est un piège. Il essaie de justifier le truc. Et c'est de justifier le truc. En fait il se justifie constamment et il y arrive.
Et il y arrive. C'est faux, tu vois, faut pas se laisser prendre au piège. Mais tu te laisses piéger. Après, tu reviens très vite à toi, dans la deuxième partie du roman, où en fait Lolita arrive à partir des griffes de Humbert, parce que c'est vraiment Humbert qui kidnappe Lolita et qui fait le tour des États-Unis et qui la viole dans tous les motels qu'il trouve. C'est ça, donc c'est super grave. Et il y a un chapitre, c'est le chapitre 32 je crois de la deuxième partie. Celui-là, j'en ai des frissons, franchement il est super dur à lire. Ah ouais. Il est super dur. Ouais, c'est-à-dire que en fait c'est tous les moments qui ont été un peu éclipsés. Par exemple Lolita qui se regarde devant la glace après un viol, hein, qui n'a aucune expression. Et là c'est dur. Là c'est dur à encaisser cette image. Il y a aussi Lolita qui est à la maison. Et en fait il y a des amis à elle qui sont à la maison et juste après qu'ils partent, elle était très joyeuse. Et du tout au tout, elle passe vraiment elle devient une pierre inerte. Vraiment. Et ouais, c'est dur. Donc la question se pose là. Les gros enjeux de la censure, là j'ai un peu l'impression, ces temps-ci, ça va être sur la pédophilie en fait. Ouais. Sur cette question-là. Parce que à l'époque c'était épineux, c'est toujours épineux. Oui. La question de la pédophilie, quelle est la limite ouais, je pense. Hein. J'espère aussi. Parce que quand je vois des mecs de 26 ans qui me disent ah ouais mec, j'étais avec une meuf de 16 ans, elle était trop bonne. Non, mais arrête mec, genre, ne fais pas ça, tu vois. Genre à la rigueur, tu sais, entre non, j'ai pas, c'est juste non en fait. C'est juste non, tu vois. Moi, ce qui marque beaucoup en peinture, en fait, parce que je suis quelqu'un qui marche beaucoup en images, dans mes poésies, ou même dans mes romans, surtout en images. Je fonctionne en images pour mes chapitrages et tout ça. Pareil, je suis vraiment... la fin du 19e m'a beaucoup touché, avec le symbolisme. En poésie. Alors, Rimbaud, je ne m'y suis pas encore plongé vraiment comme il faudrait, je connais plus Mallarmé. Mais en symbolisme, en peinture, je peux te parler de Gustave Moreau, où à chaque fois que je pars à Paris, je vais au musée Gustave Moreau. Le musée est sublime. Vraiment, j'ai eu la chance d'y aller en période où il n'y avait personne, c'est pas les vacances. Donc j'y allais en semaine. Alors là, t'as personne. Il y avait le cours de dessin au fond de la salle, alors là, c'était le top. C'est-à-dire que t'as les œuvres pour toi. Et c'est vraiment toutes les œuvres qui sont presque enchevêtrées, tu vois. Ouais. T'as tout, quoi. C'est un très beau musée. C'est très très beau musée. Hein. Et je trouve ça touche un peu, comment dire, pas abstraite, mais tu sais, dans ces tons bruns, rouge profond, enfin ces touches profondes en même temps qui sont pas profondément tranchées. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme un petit peu flou. Et avec ce travail qu'il a fait souvent avec par exemple Salomé, ou je sais pas comment il s'y est pris, mais il a fait un petit travail de gravure par-dessus la peinture. Ouais. Je trouve ça fameux, c'est génial. Puis, la technique est incroyable. La technique est folle. C'est aussi innovant, on en parlait tout à l'heure d'innovation. Ouais, c'est l'innovation, c'est-à-dire que ouais, t'as ce renouveau de la touche qui est un peu imprécise et ça travaille à une atmosphère un peu onirique, évanescente, mais sombre, un peu terreuse. Ouais. Ça me parle beaucoup. Ah ouais. Ça me parle beaucoup aussi chez Redon. Alors Redon, d'abord, j'aime bien, c'est les deux parties de son œuvre. Au début, il a fait ce qu'il appelle ses noirs. Donc c'était des œuvres au crayon, je vais pas dire de conneries sur la technique, au fusain, je crois. Où vraiment tu avais des montgolfières avec un œil, une araignée avec une tête humaine. C'est un travail un peu très sombre. Très sombre. Et en fait, après la naissance de son deuxième fils, il a commencé à faire un travail beaucoup plus coloré et beaucoup plus abstrait. Et là, c'est le cyclope, tu vas voir l'apparition, tout ce genre de tableau. Il y a aussi un tableau où il y a Bouddha, je crois. Et là, c'est génial. Là, je trouve ça génial. C'est en fait ce qui me fascine dans ces peintres, c'est qu'on est à la limite. Tu sens qu'on est à la limite de l'abstrait. Ouais. Tu sais, il y a du figuratif, mais il y a aussi beaucoup d'abstrait. Et en fait, je trouve que vraiment,
moi, l'art qui me touche particulièrement, c'est celui qui arrive à allier les deux. Tu vois, pas complètement dans l'abstrait, pas complètement dans le figuratif. Quand le figuratif aide à, tu vois, Modeler l'abstrait. modeler l'abstrait et l'abstrait qui aide à en velouter un peu le figuratif. Ça, je trouve ça génial, c'est magnifique. C'est magnifique et j'ai eu la chance là, d'aller au musée d'Orsay il n'y a pas longtemps et j'ai pu voir des fresques, non, pas des fresques, mais des tableaux abstraits de Redon, Ouais. où tu vas voir ces teintes très pâles, en brun, en doré, en rose pâle, et tu devines un peu les branches d'un arbre, un peu des feuilles, mais c'est évanescent, hein, ça se laisse deviner, mais c'est pas non plus... ça te saute pas au visage, quoi. Et là, vraiment, je te jure, j'étais envoûté. Vraiment, j'adore la peinture. J'ai vu beaucoup de peinture. Mais là, c'est vraiment la première fois où j'étais devant. Et je te jure, c'était phénoménal. J'étais dedans et je me suis jamais senti aussi happé par une œuvre. Là, c'était incroyable. Ah non, mais je te jure, vraiment, je t'en parle, je suis transcendé, c'était incroyable. Et c'est toute cette branche symboliste qui m'a beaucoup passionné. Il y a Puvis de Chavannes aussi, avec ses compositions très simplistes. Enfin, non, pas simplistes, simples. Avec par exemple, je pense au pêcheur. C'est un mec qui pêche en gros en premier plan. Et t'as une teinte très terreuse, pâle, presque effacée, avec un bébé au fond et une femme, je crois. Et je sais pas, t'as vraiment un univers qui se crée. T'as la perspective aussi qui est un peu bizarre, mais ça travaille à l'atmosphère, à ce qu'il veut apporter le gars. Et c'est phénoménal. Vraiment, ça c'est vraiment des images. J'ai pas encore réussi à les intégrer complètement, tu vois, pour les transposer en poésie. Ouais, ok. Mais c'est incroyable. C'est du voyage, mais plus que du voyage, c'est du voyage intérieur, de transcendance, vraiment. Donc c'est assez dur de représenter cette image en poésie. Je pense. Enfin, dur dans le sens où Ouais. imager avec des mots, c'est tout un art. Quoi. Ouais, c'est un travail compliqué. C'est un travail très compliqué parce que au-delà des mots, au-delà du langage, enfin de la langue qu'on t'offre, c'est justement quel langage tu vas adopter pour transmettre ces images, parce qu'il suffit pas de décrire. Oui. Puis même comment, avec la forme, vraiment, est-ce que tu vas utiliser du vers, est-ce que tu vas faire de la prose, est-ce que ça va être du vers régulier, du vers irrégulier. C'est plein de questions qui se posent. C'est des questions très compliquées. J'ai fait un poème il y a un petit moment qui s'appelait Maelstrom, où justement je voulais parler en fait de l'image d'un homme qui se réfugie dans une grotte pour fuir son humanité. Et en fait, je me suis beaucoup interrogé sur la forme. Et c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. J'ai relu mon poème, maintenant il ne me satisfait plus du tout. Hein. C'était trop compliqué. Ouais. En vrai, c'était au début, c'était il y a quelques années. Et ouais, c'est compliqué. Hein. Tu lis tes propres poèmes, souvent ? Ouais, je les relis. Il y en a, en fait, il y a des poèmes. En fait, moi, je suis un perfectionniste. Tu vois, en même temps, tu vois, j'ai un peu l'impression que tous les gens ils vont dire moi je suis perfectionniste, tu vois, mon défaut c'est d'être perfectionniste. Non. Enfin, tu vois, la perfection, on va souvent te dire faut pas la chercher parce que c'est une quête inatteignable et tout ça. Je suis d'accord, dans ton travail, la perfection ça sert à rien. C'est-à-dire que t'es restaurateur, la perfection tu vas pas l'avoir, ça sert à rien même la perfection. T'es étudiant, la perfection, tu l'auras pas, tu peux pas tout apprendre. Par contre, en art, en revanche, en art, faut chercher la perfection. Bien sûr. Faut être intransigeant. Si c'est une quête, il ne faut pas faire de concessions. Et du coup, je sais que j'ai des poèmes, ils sont parfaits. Ouais. Pour moi, je ne pourrais pas faire mieux. Est-ce que tu veux que je t'en lise, par exemple ? Vas-y. Est-ce que ce serait l'occasion ? Vas-y. Bon, je les écris sur téléphone. J'en profite pour glisser une petite pique à tous les puristes qui disent non, il faut écrire sur le papier. Non, on s'en fout, arrêtez. Du coup, toi, comment tu t'y prends quand tu écris un poème ? Alors, moi, je vais attaquer le poème, je pense. Alors, ta démarche. Alors, bah, je te décris la démarche et puis après je te lis mon meilleur poème jusqu'ici, c'est Les Abysses. En fait, ça peut être une approche qui peut assez diverger d'un poème à l'autre. Ça peut être soit une image que j'ai, soit une phrase, soit une idée. Et en fait, c'est comment je vais les développer, en fait, ces trois axes en fait, que je vais essayer de réunir et de développer chacun pour atteindre un texte
un texte qui parle de manière suffisamment subtile et suffisamment complète de ce dont je veux parler en fait. Je veux surtout pas que ma poésie soit qualifiée de niaise ou des images, même l'image de la noirceur. C'est vrai que la noirceur fait beaucoup plus vendre que ce qui peut être joyeux. Ouais. C'est clair, parce qu'on C'est ce que je veux dire. on dénigre ce qui peut être drôle, la comédie, au profit du tragique, parce que la comédie, c'est pas sérieux. Ouais. Et la tragédie, ouais, c'est les grands tourments, ces trucs. Non, arrêtez ça, pareil, c'est une erreur. Ça va de pair, et la comédie, ça transcende la tragédie, enfin, c'est un cycle, tu vois. Donc après, chacun ses genres, tu vois. En poésie, au théâtre, t'as la comédie et la tragédie, c'est différent, tu vois. Mais il n'y a pas la comédie qui est sous la tragédie. Non, ça va ensemble. Et même, je dirais que la comédie, c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus intéressant que la tragédie. C'est un art qui est compliqué. C'est compliqué. Parce que je pense, là où la tragédie, tu peux vite la comprendre ou vite te l'accaparer. La comédie, quand tu écris, je pense que tu penses aux autres. Et c'est très dur de se mettre à la place des autres, de savoir comment ils vont... En fait, la vraie difficulté de la comédie, pour moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, la comédie, c'est transcender le tragique. C'est ça. C'est-à-dire que, en fait, quand la mort vous regarde, le seul truc que vous pouvez faire, c'est sourire. C'est tout. Et en fait, ça résume la condition humaine. C'est juste... Oui, la vie, c'est tragique, c'est horrible. Il y a des questions qui sont terribles. Moi, une question qui me taraude beaucoup en ce moment, c'est la guerre. C'est-à-dire que j'ai réussi à dépasser certains événements difficiles que j'ai pu vivre, avec la mort, tout ça, mais où j'ai pu trouver du sens. Mais là où c'est plus dur, c'est avec la guerre. Bon, voilà, c'est une question qui me taraude beaucoup. Ah ouais? Ouais, la guerre, je trouve que c'est vraiment c'est la pire des choses. C'est la pire des choses. Encore la guerre, tu vois, à l'époque Moyen-Âge, même où il y avait un peu d'honneur, où tu vois, il n'y avait pas les populations qui étaient impliquées. Quand les populations sont impliquées et que tu as un père qui doit pleurer ses deux filles qui sont mortes dans un bombardement, comment tu vas dire à ce gars de vivre en fait? Ouais, okay. Tu vois, il faut vivre, c'est sûr, c'est une certitude. Mais comment t'aboutis à cette certitude, tu vois? Moi, ça me taraude. Ça me taraude et en fait, c'est ce truc dont j'ai envie de parler en poésie, vraiment transcender ce tragique, tu vois. Okay. Voilà, trouver un rayon de lumière et réussir à rire. Tu vois, continuer à rire, c'est important. C'est bon. Du coup, je te parle des abysses. Vas-y. Donc, je te parle un peu de mon recueil, comme ça pour avoir un petit peu de contexte. Alors, mon recueil va se composer ainsi, c'est 81 poèmes. Donc, il s'appelle 81 petits poèmes piétinés, en référence à Baudelaire, un petit poème en prose, qui va se dessiner en 3 parties, avec une première partie qui va être le jardin humain, où là, je vais m'atteler à définir l'humain avec des images prosaïques, avec ce qui peut être le handicap, mais aussi plus spirituel avec Dieu, par exemple. En deuxième partie, les cendres, non pas les cendres, l'autocombustion. Donc en fait, tous ces points qu'on a abordés dans la première partie peuvent aboutir à des souffrances et l'autodestruction en fait, de l'humain. Et la troisième partie, qui va traiter des cendres, et qui va chercher en fait à prendre appui dans la deuxième partie, très noire, pour justement, comme je te disais tout à l'heure, transcender ça et avoir quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joyeux, et qui va vraiment trouver cette particule vitale qui va te permettre de vivre et de tout affronter en fait. Ma démarche en fait c'est un peu pour l'instant. J'aimerais aboutir plus tard à la quête d'un poète qui cherche l'hermétisme, le mystère et tout ça. Pour l'instant, je suis dans une démarche de poète médecin en fait, poète soigneur, guérisseur. Ça m'a beaucoup été inspiré par Nietzsche avec le gai savoir, où en fait Nietzsche dans ce bouquin de philosophie, c'est très dense, mais il y a une image, c'est comment vivre, et il parle justement du gai savoir. Qu'est-ce que c'est le gai savoir? C'est un être qui aura attendu froidement vraiment dans la souffrance et qui va être assailli par la joie de vivre. Ouais. En fait, globalement, c'est ça. Et comment aboutir à ça? Et en fait, Nietzsche, au tout début, dans le prologue, il attend la venue d'un gars qui les portera suffisamment
pour aller au bout de la démarche du médecin. Enfin, moi, ce ne sera pas en philosophie, ce sera en poésie. Donc, je vais te parler des abysses. Vas-y, je te laisse. C'est un poème de la deuxième partie. Donc la partie Sombre, sombre, l'autocombustion. c'est ça. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu en plus. Épuisé des jours, mort, sous ce soleil brisant, de jour, je veux la nuit et dans le noir je fuis. L'appel des profondeurs a ça d'être grisant. Des hauteurs je m'élance, et c'est les pieds devant que je me vois mourir. Je pars au soir pourrir en enfer. Je m'en vais, nu ou vêtu de vent. Avec la nuit tombée, je pleure et gagne en brasse, triple le fond, les bas tréfonds, pour que se fondent, mal qui confond, froid qui morfond et plaie profonde. J'obtiens la paix, sous l'eau, des flammes qui m'embrassent. Ma tente au large en long voyage, et quand je nage sur mon visage, sont dit ma rage et mon jeune âge. Je serai roi des eaux, à moi la zone adale, de paix profonde, où noir et l'onde, où seuls s'allongent les morts, je tombe, au creux du monde, et là je songe. Reste en mon cœur ce mal, ce feu d'hydre nodal, le cœur se noue, le cerveau bout et le sang coule quand je me saoule en autre trouble. À moi la houle. Revenu des abysses, comme une noire lame de fond, sur le rivage, je pleure mes ravages. J'ai goûté la liqueur qui prend le corps et l'âme. Les pieds dans l'eau, la tête au soleil, le poison finit de m'achever. Impossible à sauver, j'ai goûté à la paix des morts et des poissons. Voilà. C'est beau. Bon, je ne l'ai pas lu super bien, Non, mais ça fait longtemps. C'est très bien. Et Tout ce que tu veux dire par ce côté sombre, autodestructeur, ouais. ce côté qu'on a peut-être tous un peu ressenti. Ah oui, non, mais c'est clair, c'est clair. Et je trouve que ça parle pas mal. Ouais. Et Vas-y. est-ce que ça parle un peu de toi aussi? Oui, oui, forcément, en fait. Ça parle un peu de tout le monde. En fait, ouais. Bah, je vais expliciter un peu ma démarche par rapport à la poésie. C'est-à-dire que, en fait, la poésie, même ce que j'écris, tu vois, c'est suffisamment moi pour que ce soit humain, mais c'est suffisamment tout le monde pour que ce soit pas moi. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En fait, c'est capter ce qu'il y a d'humain en toi et en fait, l'écrire pour que ça puisse correspondre à tout le monde. Et en fait, je pense que tout le monde a plongé dans les abysses. Tu vois, les abysses, tu peux l'interpréter de plein de manières différentes. Et voilà, oui, c'est humain, c'est tout le monde. Je parle de moi, mais je parle de l'humain. En fait, mon recueil, c'est ça, c'est de définir l'humain. Et c'est une tâche très, pas présomptueuse, tu vois, mais ni prétentieuse, mais une vraie ambition. Une ambition, définir l'humain, voir un peu ses mots, puis après les transcender. Après, j'ai que 20 ans. Hein. Oui, bien sûr. C'est compliqué de faire la leçon quand t'as 20 ans, mais bon, c'est une tâche, ça prendra le temps que ça prend, mais moi j'ai confiance. Puis surtout avec ça, en plus, si ça t'a parlé, je pense qu'il n'y a pas de raison pour que les autres poèmes ne parlent pas, quoi. Ouais, je suis pressé qu'il sorte ce projet. Ouais, bah, ça prend un petit peu de temps. Hein. 80. Ouais, 80 poèmes, ouais, c'est compliqué. Hein. Là, il y en a un. Là, il y en a un, il y en a 10 de près. C'est déjà Il y en mal. a 10 de près. C'est déjà mal. Et en plus, le truc, c'est que j'essaie de vraiment faire un exercice technique. J'essaie de ne pas me cantonner à un seul genre, enfin, Ouais. à un seul. Tu sais, je vais pas faire. Type de poète. Moi, je suis vraiment à l'aise avec les alexandrins, Ouais. donc 12 syllabes, vers régulier. Là, je suis super à l'aise. C'est un exercice très compliqué. C'est compliqué, après, chacun ses facilités. J'ai un ami à moi qui vient de publier un recueil de poésie, enfin, qui est en train de le publier. Lui, c'est la prose. Il est super fort en prose. Stylé. Moi, en prose, mec, je suis nul à chier. Hein. Enfin, disons les termes, je suis nul à chier. Ok. Tu vois. Mais vraiment, j'essaie de faire du vers régulier, j'essaie de faire du vers libre, j'essaie de faire la forme vraiment déconstruite, comme ce que peut faire Apollinaire, ou même aller un peu plus loin. Vraiment jouer avec la typographie, enfin, foutre des morts un peu, enfin, des mots dans tous les sens. Il y a un poème justement où je parle, bon, c'est pas très gai, mais d'une meuf qui saute d'un toit. Et à la fin, je dis qui viendra ramasser les morts, saut. Et en fait, à la fin, j'écris les morts en gras et saut à côté un peu en décalé, tu vois. En mode, tu vois, je représente avec les mots le truc. Ok. Voilà. Ah, ok. Bon, j'avais prévenu, c'est un peu noir. Bon. Après, t'as des trucs plus joyeux quand même. Je ne veux pas me limiter à ça. Mais en fait, voilà, c'est un travail de longue haleine, très compliqué. Et aussi, j'essaie de faire de l'écriture un peu automatique, comme ce qu'a pu faire André Breton et tout ça, où là, je laisse vraiment mon subconscient travailler.
Et là, surprenamment, des fois, il y a des trucs, quand ça jaillit comme ça, subitement, des fois, il y a des trucs, c'est très très bon. Hein. Moi, je tiens beaucoup à cœur le travail bien fait, vraiment du poète ciseleur qui veut vraiment travailler son poème comme un marbre, qui veut vraiment chercher la bonne courbe, qui veut vraiment chercher le détail du muscle, de l'anatomie. Et des fois, de juste arriver en brut comme ça te fait travailler différemment, voir les choses différemment, et c'est pas dénué d'intérêt. Après, c'est une démarche qu'il faut adopter pleinement, c'est-à-dire que tu peux pas... par exemple, prenons un peu les poètes Instagram, tout ça, bon, les gens qui font de la poésie comme ça, je leur reproche un peu d'avoir des bonnes idées, mais de pas aller, de pas avoir une démarche. Pas avoir une démarche, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut parler des choses qui fâchent? Si je te laisse. C'est l'occasion, parlons des choses qui fâchent. Faut pas que les gens se fâchent non plus. Hein. C'est pas parce que je dis que quelque chose est mauvais que les gens doivent le prendre à partie, évidemment. Je pense à Rue Picor. Moi j'ai lu un peu, et j'ai des amis à moi qui ont pu m'en parler, qui lisent, qui aiment bien. Et franchement, en fait, un truc qui me choque, c'est que c'est pas bon. Hein. Enfin, c'est pas bon. Disons qu'on a parlé comme un jaillissement de pensée, c'est-à-dire que c'est de la pensée couchée sur le papier, comme ça, assez brut. Donc je suis d'accord avec la démarche, des fois avec la démarche, des fois ça fonctionne. Vraiment ça fonctionne. Il y a des poèmes, j'étais là, ok, ça fonctionne, mais la plupart du temps, tu vois. Après, tu vois, il y a à boire à manger, tu vois, il y a une démarche aussi un peu de construction personnelle, de trucs qui sont très sensés, qui font du bien à entendre, vraiment ça fait du bien. Mais après, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un problème de démarche, en fait. Et c'est que des fois, les gens, ils peuvent avoir une bonne idée et ils vont pas avoir la vision pour la développer et en faire quelque chose de vraiment intéressant complètement, tu vois. Parce que quelques poèmes dans un tas de 100 poèmes, c'est pas ouf, tu vois, faut qu'il y ait une démarche. Okay. Après... Est-ce que ça peut être une bonne introduction à la poésie, par exemple? Oui, après... C'est quelque chose qui est assez facilement visible, parce que c'est sur Instagram, assez facilement bouffable, parce que c'est pas non plus très dense. Oui, c'est clair. Non, après, pas que je fasse ma tête de con non plus. Hein. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas lire Mallarmé, tu vois. Mais je dis pas ça non plus. Tu vois, c'est juste qu'on peut faire de la poésie simple, tu vois. Je pense à Paul Éluard. Ouais. Le Capital de la douleur, tu vois, c'est pas des poèmes qui sont... Enfin, en apparence, tu vois, pas très compliqués, tu vois. Mais tu les lis, c'est pas compliqué, t'as vraiment un vrai travail. T'as un vrai travail de déconstruction, qui est vraiment très intéressant. Et là, il manque ce travail. En fait, ça aurait été très intéressant que juste il y ait ce travail. En fait, le fond, il peut être très très bien. Vous pouvez dire les meilleures idées du monde. Je pense à Rue Picor, là, pour tout ce qui va être féminisme et tout ça. C'est une cause qui est géniale. Enfin, c'est vrai, comment tu peux pas défendre ça? Enfin, il n'y a que les têtes de cons. C'est la logique même, tu vois. Mais tu vois, le fond, pour moi, le fond, il est tellement important, tellement intéressant, qu'il mériterait d'être sublimé par une vraie forme. Ouais. Et ça n'a pas besoin d'être métaphysique, ça n'a pas besoin d'être de la poésie hermétique, ça n'a pas besoin... Non, une forme simple, mais travailler avec une vraie démarche. Une vraie démarche, tu vois. Moi, par exemple, dans mon recueil, je parle de mon recueil parce que c'est celui que je connais le plus, mais tu vois, vraiment, j'essaie de faire une démarche, tu vois, j'essaie vraiment de faire une cohésion entre les parties. Je sais que Baudelaire, dans Les Fleurs du Mal, t'avais quand même une cohésion narrative, avec un mec qui allait sur les toits de Paris, qui redescendait, qui partait se balader dans la rue, tu vois. Ça peut être plein de choses, mais c'est juste une démarche, une cohésion, un travail, quoi. Voilà. Et je regrette que ce soit pas fait, parce que ce serait génial sinon. Vraiment, il y a un truc. Il y a des images qui sont probantes, il y a un message, un sous-texte qui est hyper sain. Moi, ça me parle, j'aime bien, mais l'esthète en moi, le poète en moi ne peut pas aimer. C'est pas possible, tu vois. Tu vois. Les gens le prennent beaucoup à cœur, mais faut pas le prendre à cœur. Je sais avec certaines peintures aussi, j'ai du mal à être sensible peut-être. Ouais. Je pense à le nouvel art, ou du moins l'art contemporain. Ouais. Où moi je suis quelqu'un qui a été introduit à la peinture par la technique, et quand je vois un peu de technique, ça m'impressionne très peu. Ouais. Le fond est peut-être là quand tu le captes, mais la forme n'est pas là. Et je pense qu'il y a un travail sur les deux à faire qui est très important. Ouais, bah c'est très laid. Après, je pense que l'art contemporain, maintenant, il y a des questions.
ça va être beaucoup des questions un peu méta, de dire comment réfléchir sur l'art. Par exemple, je pense au mec qui avait scotché une banane sur le mur. Bah après, on parle de ça après de manière l'art contemporain. Je suis sûr qu'il y a des trucs, il y a des masterclass qui se font, c'est clair. Je pense à Pierre Soulages qui est mort il n'y a pas longtemps. Tu vois, ça, c'était juste du travail de noir. Tu vois, c'est de l'abstrait, on pourrait se dire c'est simple. Mais pareil, tu vois, il y a un vrai fond, il y a un vrai travail sur le noir. C'est-à-dire dans toute la texture, enfin, je sais pas, je pourrais pas en parler en détail, tu vois, je suis pas un historien de l'art. Sur l'art contemporain, mais c'était pas pour cracher sur l'art contemporain. Non, bien sûr. Certaines personnes de l'art contemporain. Ouais, c'est ça. Mais sans, je pense que c'est un peu tout le temps. Hein. Enfin, c'est un truc qui est un peu humain. C'est des gens qui vont pas aller au bout de la démarche, qui vont être un peu prétentieux, ou qui vont se penser méta de ouf, qui vont se dire ce que je suis en train de faire, c'est incroyable. Un peu trop d'abstrait, je trouve. Un peu trop de. Ouais, faut que l'abstrait il serve une démarche en fait. C'est ça. C'est vraiment, je pense à Malevich avec ses carrés. Tu vois, pareil, tu vois, c'est un peu bizarre, mais ça sert une démarche, tu vois, c'est une démarche de construction, tu vois. Qu'est-ce que c'est la construction? Tu vois, ça interroge la construction. Il faut que ça interroge quelque chose, soit une réflexion, une méta-réflexion en fait, sur l'art, comment on l'aborde, comment on aborde l'étude, le travail, plein de choses. On parle beaucoup de métaphysique. Et ça se ressent aussi dans ton écriture. Et je veux savoir comment tu as été introduit à peut-être tout ce qui est spirituel ou métaphysique. Tout ce qui est spirituel métaphysique, je dirais que c'est des questionnements qui sont propres à. Disons qu'il y a des individus qui vont être plus taraudés que d'autres par ces questions. Moi je l'étais direct, hyper jeune. C'est une anecdote super drôle. Quand j'étais gamin, je devais avoir 6 ans. À un moment, je sais plus pourquoi, vraiment je regarde le ciel et genre j'interpelle Jésus. Genre je lui dis Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Tu vois? C'est super con, mais en vrai, ça m'a toujours intéressé. Après, tu vois, il y a des gens qui sont moins intéressés par ces questions. Tu vois, c'est pas plus mal. Enfin, je vais pas dénigrer les gens qui sont pas qui n'ont pas des réflexions métaphysiques tout le temps, qui se disent qu'est-ce qu'il y a après la mort, comment aborder la vie, qu'est-ce que c'est être moral, tu vois. Non. C'est juste des questionnements que j'ai eus et comme ça, et dont j'ai pu trouver des bouts de réponse dans des livres, en fait. C'est aussi surtout pour ça que je pense que j'ai beaucoup accroché avec les livres, avec la littérature, ouais, les questions existentielles. Surtout les questionnements existentiels, on a été servi avec Camus, Sartre. Voilà, c'est juste. Après, t'as une dureté optimiste chez eux, c'est-à-dire que rien n'a de sens, c'est sûr, il n'y a pas de but. La vie, c'est. Enfin, il n'y a aucun but, tu vois, tu préfères. Mais en même temps, cette absence de but te permet de faire tout ce que tu veux. Tu vois. Et c'est dur à accepter en fait. En fait, des fois, il y a des concepts, en fait, j'ai surtout l'impression que c'est pas dur de les comprendre, c'est dur de les intégrer. Ouais. Tu vois, c'est dur, c'est super dur de se dire. C'est ce qui est peut-être loin de nous, tu vois, et qu'il faut juste se mettre dedans, ouais, faut accepter. Les codes. C'est ça. C'est ça. Ça, faut. Il y a des trucs à accepter. Il y a des trucs qui sont difficiles, mais qui, si tu sais les aborder, les intégrer, tout ça, ça te transcende et ça te permet de vivre et de faire ce que tu fais, que ce soit vivre juste avec, je sais pas, toi-même dans ta tête, ou avec ta famille, ou avec tes amis, ou comment tu vas. Enfin, plein de choses. Je voulais parler de ton livre Petit Pansement. Ouais. Le roman, ouais, du coup. Le roman. Ok. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a beaucoup de petites références bibliques, spirituelles, voire métaphysiques, que je trouve très intéressantes. Ouais. Tout en étant un roman assez fantastique. Ouais, c'est ça. En fait, ça va surtout être un roman-conte. En fait, je sais pas, j'ai pas trouvé la formulation encore. Okay. Je vais trouver un truc catchy, tu vois. Non, mais en fait, le truc, c'est que je voulais à tout prix écrire un roman. Ouais. Vraiment, enfin, pour toutes les personnes qui aiment lire, je pense que la question d'écrire se pose toujours. Et j'étais vachement taraudé par cette question d'écrire, en plus, depuis tout petit. Hein. Depuis tout petit, même avant de lire, je voulais écrire. Va savoir pourquoi, tu vois, ça aurait pu être les images, ça aurait pu être le truc, non, c'était écrire. Bon, après, je t'avoue, j'ai relu récemment ce que j'avais écrit quand j'étais petit. C'était des lettres. Hein. Ah là, c'était le contrôle, contrôle supprimé, quoi. Non.
Mais du coup, au fur et à mesure du temps, tu vois, j'ai été assailli par des images, donc notamment l'image d'un corbeau qui marchait dans une forêt. Et là, je me suis dit, ok, je tiens un truc, tu vois. C'est parti d'une image, tu vois, c'est juste une idée. Et là, je le travaille vraiment depuis quelques mois. Et du coup, c'est à partir d'une idée, et lui ajouter 1000 idées pour ajouter toute une signification, toute une histoire, tout un sous-texte. Et oui, c'est une réflexion métaphysique en plus, parce que c'est un corbeau qui se rend sur l'île des morts, en fait. Donc c'est un peu le thème, surtout c'est le thème de la culpabilité. Parce qu'en fait, du coup, je fais un peu l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un corbeau qui naît handicapé, en gros, sans un bras. Et en gros, par un dragon qui passe dans le ciel, qui éternue un peu trop fort, toute la forêt brûle, donc tous ceux qui l'aiment, tous ces êtres chers, qui prennent feu et qui sont morts, quoi. Et en fait, il va devoir descendre du nid, alors qu'il est encore enfant, pour aller en quête d'un clocher qui est censé réveiller les morts. Une légende qu'il aurait entendue, en fait. Et du coup, il va prendre les ossements de ces disparus pour les amener sur l'île des morts et peut-être les ramener à la vie. Donc, il va trouver sur son chemin une fleur avec qui il va y avoir une dynamique d'antagonisme, mais aussi d'adjuvant, enfin d'aide entre les deux. Et donc pour aller sur l'île des morts, qui se compose en 3 parties, ils vont rentrer par la partie du sommeil, pour aller sur la partie des morts, et pour bien plus tard après aller sur la partie de l'oubli. Et tu vas avoir donc toutes des images. Tu vas voir, en fait, pourquoi je dis roman-conte ? Parce que tu vas avoir un conte, des images de conte avec un corbeau anthropomorphe. Enfin, tu vois, c'est pas anodin comme image. Les animaux, ils parlent. Il y a des fées, il y a un dragon, tu vois. Mais en même temps, roman, parce que je veux lui ajouter une complexité. C'est-à-dire que le conte, c'est quelque chose c'est un genre génial. Je me suis plongé dans les contes d'Anderson il n'y a pas longtemps. C'est incroyable. Non mais les gens, tu vois, c'est un peu un genre qui est pas dénigré, mais tu sais, qui est mis pour les enfants et tout. Non, je te jure, j'ai pris ma claque. Et donc du coup, je veux vraiment lui donner en fait cette grandeur, une grandeur supplémentaire, avec des questionnements qui sont abordés dans le conte, Ouais. mais tu vois, qui peuvent être abordés de manière plus complexe. Plus complexe dans mon roman et tout ça, pour accorder plus de temps. Tu vois, un conte, c'est une dizaine de pages, Ouais. une vingtaine, une trentaine, tu vois, c'est court. Ça se rapproche de la nouvelle. Enfin, pas vraiment, mais tu vois, en termes de dimension. Et là, je veux vraiment faire un truc de 200 ou 300 pages. Quoi. Vraiment, voilà, il y a une dynamique plus complexe, plus subtile. Voilà. Ok. Je vais revenir sur ton livre, du coup. Ouais. Il est très imagé, parce que je trouve ça très fou, parce que tu as fait toutes les images de ton livre, tu as fait tous les détails, etc. Ouais. Jusqu'à certains détails qui pourraient être passés futiles, ou je sais pas, pour certaines personnes. Et tu as vraiment ce truc d'image qui structure, mais qui me questionne. Ouais. Et ce que je trouve fou, c'est aussi par rapport au film. Ouais. Et tu as un peu écrit ce livre comme un film au final. Ouais, c'est ça. Imagine comme un film. Exactement, ouais. Pourquoi ? Eh bien pourquoi ? Parce qu'en fait, moi j'adore les images. Ouais. En fait, quand j'étais plus jeune, j'étais passionné de photographie. Et j'ai même eu l'occasion, j'en suis un peu fier, d'avoir pu faire un vernissage et tout avec une photographe avec qui j'ai pu travailler et tout. Et c'est super bien passé. Puis j'aimais bien travailler ces cadres, en fait, travailler l'image. Enfin, tu vois, par exemple, le travail d'image, tu vois, avec les tiers qu'on voit sur les appareils photo, tu vois. Moi, en fait, instinctivement, je savais comment composer, tu vois. Qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que ça signifiait. Après, je dis ça sans prétention, hein, je suis pas douaneau, j'ai rien photographié d'incroyable. Mais j'avais quand même ce travail d'image. Et en fait, j'ai pu retrouver ce goût pour les images dans les films. Et en même temps, cet aspect narratif que je voulais à tout prix avoir dans mes romans, dans ce que je pouvais lire. Et donc, moi, j'ai parlé du premier film qui m'a vraiment introduit au cinéma et que j'ai adoré, c'était Barry Lyndon de Kubrick. Incroyable. C'était incroyable. Très spécifique. Après Kubrick, forcément, tu vois, c'est le maître en la matière. Forcément, avec 2001, l'Odyssée de l'espace, Orange Mécanique, Les Sentiers de la Gloire, c'est tous des films, c'est assez impressionnant, tu vois, de technicité.
puis même de sous-texte. Eyes Wide Shut aussi, Ouais. incroyable, j'adore ce film. Et Barry Lyndon, en fait, c'est le premier qui m'a vraiment donné le goût de cette esthétique, de cet esthétisme, tu vois, de cet aspect hyper travaillé, de vraiment de la perfection du plan, de qu'est-ce qu'il veut dire, les significations. Voilà, ça m'a vraiment travaillé. Après, je l'ai vu il y a longtemps, il faudrait que je le revisionne, mais je sais que vraiment, il a eu cet impact sur moi. Après, j'ai pu voir aussi un film qui m'a beaucoup marqué de Scorsese, c'est Raging Bull. Ouais. Raging Bull. C'est un film sur... je sais plus comment il s'appelle ce boxeur, mais c'était un gros rustre quoi. Enfin, s'il est horrible avec son frère, avec sa famille, c'est pas possible. Enfin, le mec, c'est un gros lourdeau, il est infâme. Tu vois, c'est le prototype de l'infâme. Mais par contre, le film, qu'est-ce qu'il est beau. Genre, t'as des plans, mais c'est incroyable. T'as un moment, un ralenti avec de la fumée, avec de la vapeur. Je crois que c'est le boxeur qui est dans un sauna pour perdre du poids. Ou même, t'as un moment, dans le film, où il est sur le ring et il est dans les cordes comme ça, et t'as un boxeur noir qui est devant et t'as un espèce de ralenti avec des flashs derrière. C'est incroyable. C'est-à-dire que vraiment, t'as ce travail d'image qui est phénoménal. Et ça m'a donné envie d'aimer le cinéma. Après, j'aime pas le cinéma, j'aime le bon cinéma. Tu vois, c'est pas pareil. Tu vas pas regarder les Marvel. Ouais, je vais pas regarder des Marvel et tu vois, ça me... Petit tac la Marvel. Petit tac la Marvel. Mais ça c'est gratuit, mais bon, c'est vrai. C'est mérité. C'est mérité. Et voilà, ça m'a donné envie d'aimer le cinéma et d'en faire aussi un peu. Et du coup, c'est quoi ton rapport au cinéma du coup? Tu me dis... tu Bah- écris un peu, il me semble, vite fait, des scénarios pour le ciné. Ouais. Bah, là, j'ai eu l'occasion de rencontrer un pote là, il y a pas longtemps, on est au début d'année. Notre réal. Notre réal en fait, tout simplement. C'est super drôle. Et en fait, je lui ai fait lire le début de mon roman. Ouais. En fait, je lui ai fait lire une dizaine de pages à peu près. Et en fait, il m'a dit, mec, c'est incroyable. Du coup, on s'est dit, et puis moi, je tenais à cœur, tu vois, je veux faire des projets et tout, je veux vraiment faire plein de choses. Donc on s'est dit, mec, on se trouve un moment, on fait du cinéma, tu vois. Et en fait, ça aboutit à, du coup, Le Trône. Donc là, c'est juste à l'épreuve c'est juste à l'étape du scénario, un peu des images qu'on va avoir. Et là, par contre, là, c'est vraiment hermétique. Là, c'est vraiment les images. Bon, je le raconte un petit peu ce qui se passe, ouais. Donc du coup, c'est un court-métrage en 2 parties avec une femme qui va se dévêtir en fait d'une armure très lourde avec une épée et tout ça, qui va enterrer un livre blanc au pied d'un arbre. Et 3 nymphes vont être là pour l'accueillir et l'emmener vers les demeures de l'hypnose en fait. Enfin, l'endormir quoi. Elle va se réveiller sur un trône, sur une plage de nuit en gros. Et là, il y a une entité liminale qui va l'accueillir et qui va en fait la tuer, métaphoriquement, qui va mettre le feu au trône avec une main en feu et qui en fait va l'amener au large. Voilà. Donc là, c'est vraiment de l'image hermétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça s'accompagne surtout d'un poème qui est un peu comment dire, alchimique, avec une quête de l'or, du succès et de la gloire artistique en fait, voilà, de la qualité artistique. Et donc là, voilà, c'est de l'image hermétique et c'est ce goût que je voulais avoir en poésie, que je retrouve vraiment dans l'image. Parce qu'en fait, dans des plans simples, une construction simple des plans avec des colorés un peu simples, un peu effacés et tout ça, on va retrouver ce que je cherche, quoi. Du coup, je voulais parler un peu de Gaspard Noé vite fait, parce qu'on parlait d'abstrait juste là, et de ce côté hermétique. Et je trouve que Gaspard Noé, c'est la cinématographie, c'est un bon exemple, parce que au début, il fait un truc très réaliste, qui est calme. Ensuite, il part sur de l'abstrait complet, Enter the Void ou Irréversible. C'est ça. Plus irréversible en première. Avec Karm. C'est réaliste et assez brut. Après, il part sur un truc assez abstrait, sans dire presque, c'est presque pas perdu, mais tu vois ce que je veux dire. Et ensuite, il part sur un texte, c'est à nouveau du réalisme, mais il y a quand même un peu ce côté abstrait. Et je trouve que ce mélange, je parlais aussi tout à l'heure en peinture, il est très intéressant. Et c'est pas qu'il est abordable, mais il devient presque féerique. En fait, c'est un cheminement qui est intéressant, et pour moi, c'est le cheminement de tout artiste, en fait. C'est partir du tragique, en fait, brutal,
de la vie, tu vois, avec irréversible. Et que la scène de viol, c'est compliqué. Hein. Pour après partir dans un truc un peu plus psychédélique avec Enter the Void, tu parles où là vraiment ça va être une quête esthétique pure. Et après, avec Vortex où ça va partir dans quelque chose de pareil, de brut, mais quand même d'un rapport un peu adouci et d'une technique en fait qui a été vraiment étudiée dans cette période esthétique pure, tu vois, et qui maintenant est au service de quelque chose. En fait voilà, c'est les 3 étapes du cheminement, c'est la réalité, décrire la réalité, travailler l'esthétique, pure, en esthète pure, et finalement utiliser ces deux éléments pour arriver à quelque chose de sublime et de sublime vraiment. Voilà, c'est le travail sublime à la fin. Ça c'est ta démarche artistique. C'est ma démarche. Okay, voilà. Parce que pareil, moi aussi j'étais très dans le dur au début, dans le réaliste et tout, super dur. Après j'ai beaucoup travaillé la technique, l'esthétique et voilà, pareil, même démarche. Pour moi c'est la démarche logique. En fait c'est une démarche logique en art, vraiment. Je pense qu'on a abordé à peu près toutes les questions que vous voulez aborder. On peut se laisser là. Merci à toi. C'est parfait. Merci de m'avoir accueilli. C'était génial. Merci.